Ne vous fiez pas à ces larmes. Pour chaque femme qui sanglote dans la salle d'audience, il y en a beaucoup d'autres qui se moquent éperdument de leurs crimes. Certains criminels restent de marbre, comme s'ils regardaient de la peinture séchée. D'autres poussent le drame judiciaire à son paroxysme. Ils crient, perturbent et font des crises de colère comme des enfants en surnombre. Prenons l'exemple de celle-ci. Elle s'est affaissée sur sa chaise, faisant comme si les questions du juge n'étaient qu'un bruit de fond. Elle ne répondait pas, n'était pas intéressée et était indéniablement exaspérante. Il y a aussi un cas où l'on prend mal une mauvaise nouvelle. Je veux parler de cette femme qui, après avoir appris sa condamnation, a attaqué le juge à la manière de la WWE. Dans cette vidéo, nous examinerons les crimes les plus fous commis par ces femmes et leurs incroyables réactions au tribunal. Cyan Hedges. En novembre 2020, Alfie Phillips, 18 mois, est mort dans une caravane à Herneal, dans le Kent. Sa mère, Cyan Hedges, 27 ans, et son compagnon Jack Benham, 35 ans, ont été accusés de l'avoir tué. À sa mort, Alfie présentait 70 blessures visibles, dont des fractures. Les médecins n'ont trouvé aucune condition médicale pouvant expliquer ces blessures. La police a arrêté Hedges et Benham le 28 novembre, et tous deux ont nié avoir tué Alfie. Hedges a admis avoir menti à la police au sujet de la prise de drogue la nuit précédant la mort d'Alfie et a déclaré qu'elle avait acheté de la cocaïne. Au cours du procès, Madame Hedges a déclaré avoir pris de la cocaïne, bu du whisky et fumé du cannabis après avoir couché Alfie. Elle a affirmé qu'elle l'avait surveillé, mais qu'elle n'avait rien remarqué d'anormal. Elle s'est endormie et a été réveillée par Benham, qui criait qu'Alfie était sous sa jambe. Elle a trouvé Alfie bleu, mou et avec une marque rouge sous l'œil. Benham a déclaré à la police qu'il ne se considérait pas comme le beau-père d'Alfie, qu'il ne faisait pas grand-chose pour lui et qu'il admettait qu'il n'aimait pas l'enfant, le qualifiant de fils à maman. Hedges et Benham ont été condamnés à la prison à vie. Hedges devra purger une peine d'au moins 19 ans et Benham une peine d'au moins 23 ans. Le juge a qualifié leur attaque contre Alfie de cruelle et brutale et a critiqué leur tentative de dissimuler ce qu'ils avaient fait. Le juge a qualifié la mort d'Alfie de grande tragédie, déclarant que le garçon n'avait pas eu la chance de vivre une vie heureuse et pleine. Les deux peines ont été réduites de 313 jours pour le temps déjà passé en détention. La femme suivante a laissé mourir de faim un jeune garçon et, chose choquante, elle a filmé ses actes horribles. Miranda Cazares. Miranda Cazares a été condamnée pour avoir laissé mourir de faim son beau-fils de 4 ans, Benjamin Benji Cervera. En août 2021, une infirmière de l'hôpital pour enfants de San Antonio a signalé l'état grave de Benji. Il était extrêmement maigre, couvert d'échymose et présentait des signes d'inanition, confirmés par une autopsie et des experts médicaux. Au cours du procès, les jurés ont visionné des vidéos des jours précédant la mort de Benji. On y voyait Benji pleurer, trembler et mendier de la nourriture et de l'eau. Madame Cazares a affirmé avoir enregistré ces vidéos pour montrer au père de Benji la souffrance de l'enfant et demander de l'aide. La défense a soutenu que Madame Cazares était une mère attentionnée qui faisait de son mieux. Elle a contesté le diagnostic d'inanition, un médecin légiste ayant déclaré qu'il n'y avait pas de preuve évidente de malnutrition. La défense a également suggéré qu'un diabète de type 1 non diagnostiqué aurait pu contribuer à la mort de Benji. Le jury a déclaré Cazares responsable de la mort tragique de Benji après avoir entendu le témoignage éloquent de son frère aîné. Le frère a déclaré que Cazares maltraitait Benji, le forçant à manger de la sauce piquante et du désinfectant pour les mains en guise de punition. Il a également décrit comment elle jetait Benji en l'air et le laissait tomber volontairement, et comment elle refusait de le nourrir alors que le reste de la famille mangeait. Cazares a nié avoir affamé le garçon et a rejeté la faute sur son père, Brandon Cervera Sr. Cependant, les procureurs ont présenté des messages textuels entre Cazares et sa mère, dans lesquels il était question de ne pas donner à manger à Benji. Combiné à la conclusion du médecin légiste selon laquelle la mort de Benji a été causée par la famine, ces éléments de preuve ont conduit à la condamnation de Madame Cazares. Elle a été condamnée à une peine de 25 ans de prison, dont elle devra purger au moins la moitié, avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Le père de Benji, Brandon Cervera, a également été condamné à une peine de 25 ans de prison pour son rôle dans la mort du garçon en 2021. Après la condamnation, l'avocat de Madame Cazares, Anthony Cantrell, a maintenu son innocence et a déclaré qu'il prévoyait de faire appel. Tout comme Cazares, la femme suivante a également documenté et enregistré ses propres horreurs. Sarah Boone. Sarah Boone, 46 ans, a été reconnue coupable d'avoir tué son petit ami, George Torres Jr., 42 ans, en le coinçant dans une valise. Boone aurait convaincu Torres de monter dans la valise à leur domicile de Winter Park, en Floride, de la fermer et d'ignorer ses appels à l'aide. Le lendemain matin, elle l'a trouvé mort à l'intérieur.
Les procureurs ont soutenu que Boone avait intentionnellement tué Torres, tandis que sa défense a affirmé qu'elle avait agi en état de légitime défense en raison d'années d'abus et qu'elle souffrait du syndrome de l'épouse battue. Le 25 octobre, le jury a déclaré Boone coupable de meurtre au second degré pour la mort de Torres. Le 2 décembre 2024, Boone a été condamné à la prison à vie. Lors du prononcé de la sentence, elle a affirmé avoir subi des violences au cours de sa relation avec M. Torres et a accusé la famille de ce dernier d'avoir ignoré la situation avant sa mort. L'affaire Boone a attiré l'attention en raison de son comportement inhabituel, tant au tribunal qu'en dehors. Avant son procès, elle a fait appel à 8 avocats, dont plusieurs ont démissionné en raison de conflits d'intérêts. En juin 2024, le juge Michael S. Kranick a décidé que Boone avait perdu son droit à un avocat et qu'elle devrait se représenter elle-même au procès. Au cours du procès, des preuves ont été présentées, notamment la valise dans laquelle Torres est mort et des vidéos enregistrées par Boone la nuit de sa mort. Les vidéos montraient Torres suppliant qu'on le laisse sortir de la valise tandis que Boone se moquait de lui. Lors de la condamnation, la famille de Torres a fait des déclarations émouvantes. Sa mère, Bianca, a pleuré au tribunal et sa sœur, Victoria, a déclaré que Boone méritait de pourrir en prison. Dans sa dernière déclaration, Boone a demandé pardon et affirmé qu'elle n'avait pas l'intention de tuer son petit ami. Elle a également accusé la famille Torres d'avoir ignoré les violences qu'elle aurait subies avant l'incident. Le juge Kranick a rejeté la demande de nouveau procès et a condamné Boone à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le crime de Moss était indéniablement horrible, mais ce qu'a fait la femme suivante pourrait porter le mal à un niveau encore plus sombre. Tiffany Moss. Tiffany Nicole Moss a été reconnue coupable en 2019 du meurtre de sa belle-fille de 10 ans, Emani Gabrielle Moss. Emani est née en 2003 d'une mère toxicomane qui a renoncé à ses droits parentaux. Son père, Eman Moss, en a obtenu la garde et a épousé Tiffany, une enseignante de maternelle, en 2009. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Tiffany a commencé à abuser d'Emani en 2010 après avoir perdu son emploi. Emani a dit à une infirmière de l'école qu'elle avait peur de rentrer chez elle et a été retrouvée avec des bleus et des marques de coups. Tiffany a été arrêtée, a plaidé coupable de cruauté envers les enfants et a été mise à l'épreuve. Emani a été brièvement placée chez sa grand-mère, mais elle est retournée chez son père et sa belle-mère plus tard dans l'année. La maltraitance s'est poursuivie pendant des années. En 2013, Tiffany a commencé à affamer Emani, la confinant dans une chambre. Le 24 octobre, Emani a eu une crise d'épilepsie, mais n'a reçu aucun soin médical. Elle est morte 4 jours plus tard, alors qu'elle ne pesait plus que 32 livres, soit la taille d'un enfant de 3 ans. Après la mort d'Emani, Tiffany et Eman ont essayé de la cacher. Ils ont brûlé son corps dans une poubelle le jour d'Halloween, mais Eman a fini par avouer à un ami qui l'a convaincu d'appeler la police. Il a été arrêté, mais Tiffany s'est enfuie avant de se rendre. Tiffany s'est représentée elle-même lors de son procès en 2019. Elle n'a pas interrogé les témoins et ne s'est pas défendue. Le jury l'a reconnue coupable de meurtre, de cruauté envers les enfants et de dissimulation de décès. Elle a été condamnée à mort. Eman a plaidé coupable et purge une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La mort d'Emani a mis en évidence les défaillances du système de protection de l'enfance en Géorgie. Les travailleurs sociaux qui s'occupèrent de son cas ont été licenciés ou sanctionnés, et des réformes ont été mises en œuvre pour améliorer les enquêtes sur les abus. La grand-mère d'Emani, Robin, a intenté un procès à l'État, affirmant que les fonctionnaires n'avaient pas agi en cas de maltraitance avérée. Les crimes de cette femme sont horribles, mais c'est le comportement choquant de sa mère dans la salle d'audience qui a fait la une des journaux. Jamie Lee Komoroski. Le 28 avril 2023, Jamie Lee Komoroski, 25 ans, a provoqué un accident tragique à Folly Beach, en Caroline du Sud. Elle conduisait une Toyota Camry, louée à 65 miles par heure, ce qui est bien supérieur à la limite de 25 miles par heure, lorsqu'elle a brièvement freiné et a percuté une voiturette de golf transportant une fête de mariage. La voiturette de golf, un modèle à 6 places équipé de feu, était autorisée à rouler la nuit et sa vitesse maximale était de 25 miles par heure. La collision a fait des victimes et Komoroski a été inculpé d'homicide par imprudence et de 3 chefs d'accusation pour conduite en état d'ivresse ayant entraîné la mort. L'accident a coûté la vie à Samantha Miller, 34 ans, qui s'était mariée quelques heures auparavant. Son fiancé, Arik Hutchinson, et 2 autres passagers de la voiturette de golf ont été blessés. Hutchinson souffre d'une lésion cérébrale et de multiples fractures, tandis que les 2 autres passagers sont gravement blessés. La conductrice, Madame Komoroski, n'a pas été blessée. Elle a été accusée de conduite en état d'ivresse, d'avoir causé la mort et des blessures, ainsi que d'homicide par imprudence.
Chaque accusation de conduite en état d'ivresse est passible d'une peine d'emprisonnement d'1 à 25 ans. Elle a finalement été condamnée à 25 ans de prison. Lors de l'audience de détermination de la peine, la juge Kiana Lillard a remarqué que la mère de Komorowski, Donna Kosal, et son petit ami riaient pendant que la famille de la victime parlait. Contrariés par leur manque de respect, la juge leur a demandé de partir. Cependant, des cris forts provenant du couloir interrompent à nouveau la procédure. En conséquence, le juge Lillard a fait arrêter Donna pour outrage au tribunal et l'a condamnée à 93 jours de prison, qualifiant son comportement de perturbateur et d'irrespectueux. Le lendemain, Donna s'est excusée en larmes, expliquant qu'elle était submergée par le stress et les crises de panique. Estimant que ses remords étaient sincères, le juge a réduit sa peine au temps qu'elle avait déjà purgé, lui rappelant la douleur de la famille de la victime et espérant qu'elle en avait tiré une leçon. Le crime de la femme suivante est l'une des affaires les plus controversées et les plus débattues de l'histoire récente. Susan Lorinch. Susan Lorinch, 60 ans, a été reconnue coupable d'homicide involontaire après avoir abattu sa voisine noire, Ajike Aji Owens, à travers sa porte d'entrée. La fusillade a eu lieu le 2 juin 2023 à Ocala, en Floride, à la suite d'un différend de longue date entre les deux voisins au sujet des enfants de Madame Owens, qui jouaient près de la maison de Madame Lorinch. Le jour de l'incident, Madame Owens, 35 ans et mère de 4 enfants, s'est rendue au domicile de M. Lorinch après que ses enfants eurent déclaré que M. Lorinch leur avait jeté des patins à roulettes et un parapluie. Lorinch a nié ces accusations. Madame Owens a frappé à la porte de Lorinch et a crié, ce qui a incité Lorinch à lui tirer dessus, affirmant qu'elle avait agi en légitime défense parce qu'elle se sentait menacée. Madame Lorinch a déclaré aux inspecteurs qu'elle était harcelée depuis des années et qu'elle craignait pour sa vie. Cependant, les jurés ont rejeté sa thèse de la légitime défense. Le juge Robert Hodges a déclaré que Madame Lorinch avait agi sous le coup de la colère et non de la peur et qu'elle n'était pas en danger immédiat lorsqu'elle a tiré. La famille d'Owens a soutenu que la fusillade était motivée par des considérations raciales et a réclamé la peine la plus sévère. Ils ont été déçus lorsque Lorinch n'a pas été inculpé de meurtre au second degré ou de crime fédéral motivé par la haine, les procureurs ayant déclaré qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Au cours du procès, les avocats de Madame Lorinch ont fait valoir qu'elle avait agi sous l'effet d'un stress extrême et ont prétendu que M. Owens était l'agresseur. Ils ont demandé une peine plus légère, mettant en avant son syndrome de stress post-traumatique et ses troubles mentaux. Toutefois, le juge a décidé que ces facteurs ne justifiaient pas une réduction significative de la peine. Le juge l'a condamnée à 25 ans de prison. Lors du prononcé de la sentence, Madame Lorinch a exprimé ses regrets, déclarant qu'elle aurait souhaité pouvoir annuler ce qui s'était passé pour que M. Owens soit encore en vie. Elle a nié avoir proféré des insultes raciales à l'encontre des enfants de M. Owens et a déclaré que la fusillade n'avait rien à voir avec la race. L'affaire a attiré l'attention en raison de ses aspects raciaux et du débat sur la loi Stand Your Ground de Floride, qui autorise le recours à la force meurtrière en cas de légitime défense. Selon les experts, le fait que Lorinch n'ait pas utilisé cette défense pourrait la rendre plus difficile à utiliser à l'avenir dans des cas similaires. Le crime de la femme suivante était si choquant et si brutal que le tribunal lui a infligé la peine ultime. Krista Pike. Krista Gale Pike a été condamnée pour un meurtre horrible alors qu'elle n'avait que 18 ans. Krista Gale Pike a eu une éducation difficile. Ses parents, Carissa Hansen et Emil Glenn Pike, avaient des relations difficiles et Krista a été victime de négligence et de mauvais traitements. Elle a également fait preuve d'un comportement violent, attaquant une fois un homme avec un bâton après qu'il l'ait menacé. Sa vie familiale instable l'a conduite à des résultats scolaires médiocres et à de fréquents changements d'école. En 1994, elle a rejoint le programme Job Corps à Knoxville, dans le Tennessee, où elle a rencontré Tadaril Shipp, un garçon d'1 an plus jeune qu'elle. Tous deux partagent un intérêt pour l'occultisme et le culte du diable. Pike est devenu jaloux de Colleen Slemmer, 19 ans, croyant qu'elle s'intéressait à Shipp. Le 12 janvier 1995, Pike, Shipp et une autre amie, Shadola Peterson, ont attiré Slemmer dans une zone abandonnée sous prétexte de lui offrir de la marijuana. Au lieu de cela, ils l'ont brutalement attaqué. Slemmer a été raillé, battu et tailladé pendant 30 minutes, et Pike a gravé un pentagramme sur sa poitrine avant de lui fracasser le crâne avec un morceau d'asphalte. Pike a même gardé une partie du crâne de Slemmer comme trophée et l'a exhibé. Le groupe a été arrêté dans les 36 heures. Pike est passé aux aveux, affirmant qu'il voulait seulement effrayer Slemmer, mais la violence s'est intensifiée. Elle a été reconnue coupable de meurtre et de conspiration en 1996 et a été condamnée à mort. Shipp a été condamné à la perpétuité et à une peine supplémentaire de 25 ans,
tandis que Peterson a bénéficié d'une mise à l'épreuve, après avoir coopéré avec les autorités. Madame Pike a fait appel à plusieurs reprises de sa condamnation, invoquant son jeune âge, sa maladie mentale et l'inefficacité de sa représentation juridique. Bien qu'elle ait brièvement demandé à être exécutée par électrocution en 2002, elle a ensuite changé d'avis. Ses appels ont été rejetés et sa condamnation à mort est toujours en vigueur. Pendant son incarcération, Madame Pike a tenté d'étrangler une autre détenue en 2001, ce qui lui a valu une condamnation pour tentative de meurtre en 2004. Elle a également été associée à un complot d'évasion impliquant un agent pénitentiaire et un homme avec lequel elle correspondait. Bien qu'elle n'ait pas été inculpée pour ce complot, les avocats de Pike ont fait valoir que son passé traumatique, son jeune âge au moment du crime et sa maladie mentale non traitée devraient lui éviter d'être exécutée. Toutefois, en mai 2024, la date de son exécution n'a pas encore été fixée. Si elle est exécutée, elle sera la première femme exécutée dans le Tennessee depuis près de 200 ans. La femme suivante détient le titre de pire tueuse en série de l'histoire moderne du Royaume-Uni. Lucy Letby. Lucy Letby, une infirmière de 34 ans originaire de Chester, en Angleterre, a été reconnue coupable d'avoir tué 7 nourrissons et tenté d'en tuer 6 autres alors qu'elle travaillait à l'hôpital Countess of Chester entre 2015 et 2016. Madame Letby a rejoint l'unité néonatale de l'hôpital en 2011. Les soupçons se sont portés sur elle après une forte augmentation du nombre de décès et d'effondrements de bébés pendant qu'elle y travaillait. Les enquêteurs ont découvert qu'elle avait causé les décès en donnant aux bébés trop de lait, d'air, d'insuline ou de liquide. 2 de ces victimes étaient des triplés, l'enfant O et l'enfant P, qui sont tous deux décédés à la suite d'un déclin soudain de leur santé. À l'issue d'un procès qui a duré 10 mois, Madame Letby a été reconnue coupable de 15 des 22 chefs d'accusation retenus contre elle. Elle a nié toutes les accusations, affirmant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de faire du mal. Les procureurs ont toutefois présenté des notes trouvées chez elle, dans lesquelles elle se qualifiait d'horrible personne diabolique, et admettait avoir tué des bébés. Elle a été condamnée à la prison à vie. La défense de Lucy Letby a soutenu que ces condamnations étaient injustes, remettant en cause les données scientifiques de l'affaire et la fiabilité du témoin expert de l'accusation. Elle a également affirmé que le juge avait donné au jury des instructions incorrectes. Malgré ces affirmations, la Cour d'appel a rejeté sa demande de contestation des condamnations en mai 2023. Après un nouveau procès, Letby a été déclarée coupable en juillet 2024 et a été condamnée à une 15e peine d'emprisonnement à perpétuité. Son motif n'est pas clair, mais les experts pensent qu'elle cherchait à attirer l'attention et la sympathie, comme d'autres infirmières célèbres telles que Beverly Allitt et Charles Cullen. Comparée aux autres femmes de cette vidéo, la suivante peut sembler être un lapin de Pâques, mais sa réaction au tribunal vous fera tomber à la renverse. Melissa Hardwick. Le 13 juillet 2011, Melissa Hardwick a attaqué la juge Jennifer Edwards lors d'une audience. L'incident s'est produit dans un tribunal des affaires familiales du Kentucky, dans le cadre d'une affaire de violence domestique déposée par l'ancien mari de Melissa Hardwick. Malgré les avertissements du juge, Madame Hardwick a continué à fulminer. Le juge Edwards l'a condamnée à 10 jours de prison et lui a demandé de partir. Au lieu de partir, elle s'est jetée sur le juge, sautant par-dessus le banc. Les agents de sécurité l'ont rapidement maîtrisée, la laissant avec des coupures et des égratignures au visage. Monsieur Hardwick devait répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont menaces, intimidation d'une personne impliquée dans une affaire judiciaire et résistance à l'arrestation. Elle a également été condamnée à 120 jours de prison pour outrage à magistrat, sa caution étant fixée à 25 000 $. Après l'agression, le juge a décidé que l'ordonnance pour violence domestique contre Hardwick resterait en vigueur. La femme suivante a affirmé qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable parce qu'elle ne se souvenait même pas d'avoir commis les crimes dont elle était accusée. Vegas Bray. Vegas Battaglia Bray a été reconnu coupable de meurtre au premier degré pour avoir tué son ex-petit ami, Victor Saucedo. Bray et Saucedo ont commencé à se fréquenter en 2011, mais leur relation a pris fin plus tard dans l'année. Ils sont restés amis, mais Bray s'est montré extrêmement jaloux et a harcelé Saucedo, crevant ses pneus, mettant des clés dans sa voiture, jetant un pot de gelée à travers sa fenêtre et vandalisant sa porte avec de la peinture et des œufs. Saucedo a fini par déménager dans un autre appartement du même complexe, mais Bray a continué à le harceler. Dans les mois précédant le meurtre, Bray a exprimé des pensées violentes à l'égard de Saucedo dans des fichiers informatiques. Le fichier Bucket List contenait des plans permettant à Bray d'acheter une arme, de localiser Saucedo, de l'assassiner et de se suicider. La nuit précédant le meurtre, Bray s'est rendu à l'appartement de Saucedo et ils ont eu des relations sexuelles. Le lendemain matin, Saucedo a décliné son invitation à prendre le petit déjeuner, ce qui l'a contrarié. Le 16 octobre 2012, Bray s'est rendu à l'appartement de Saucedo.
Environ 10 à 20 minutes plus tard, un témoin a entendu des coups de feu. Bray a alors appelé son frère, Santiago, en lui disant qu'elle pensait avoir tiré sur Saucedo. Elle a également appelé le 911, signalant la fusillade, mais affirmant qu'elle n'était pas sûre de ce qui s'était passé. Saucedo a été retrouvé mort sur les lieux avec 9 blessures par balle. Bray a déclaré aux inspecteurs qu'elle s'était évanouie alors qu'elle conduisait sur l'autoroute et qu'elle s'était réveillée sur le sol, près du corps de Saucedo, dans un complexe d'appartements. Elle a déclaré avoir appelé le 911, mais n'avoir pas pu expliquer son évanouissement au répartiteur. La défense de Mme Bray a fait valoir qu'elle souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique et d'autres problèmes de santé mentale, ce qui l'a plongée dans un état dissociatif et l'a rendue inconsciente de ses actes lorsqu'elle a tiré sur M. Saucedo. Un psychiatre a appuyé cette thèse, affirmant qu'elle ne contrôlait pas la situation au moment de la fusillade. L'accusation a répliqué en apportant des preuves de la jalousie de Bray, de son harcèlement et de l'achat d'une arme à feu 2 mois avant le meurtre. Ils ont également révélé des notes de son ordinateur portable exprimant sa haine pour Saucedo et une liste de choses à faire pour le tuer. Le jury a déclaré Bray coupable de meurtre au premier degré, concluant que le meurtre était prémédité et intentionnel. Elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 50 ans à la perpétuité. Dans une salle d'audience de South Bay, Mme Bray s'est effondrée pendant son procès, affirmant qu'on ne pouvait pas lui reprocher quelque chose dont elle ne se souvenait pas et niant toute implication dans un meurtre. Son avocat a expliqué qu'elle avait perdu connaissance et qu'elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé. Le frère de Bray a témoigné, disant qu'elle l'avait appelé 2 fois le jour de son arrestation. Lors d'un appel, elle lui a dit qu'elle l'aimait. Dans l'autre, elle a admis avoir tiré sur Saucedo et a mentionné qu'elle avait des idées suicidaires. Le crime de la femme suivante est à couper le souffle, d'autant plus que sa victime était sans défense. Adrian Vetter. Le 5 juin 2023, Adrian Nicole Vetter a été arrêté et accusé d'avoir blessé un garçon de 10 mois, Sean S.J. Mitchell, dans sa maison de Becky Drive, à Wichita Falls. Le bébé a été trouvé sans réaction et emmené à United Regional, où les médecins ont découvert qu'il souffrait de 2 hémorragies cérébrales. Il a ensuite été transporté à l'hôpital Cook Children's pour y recevoir un traitement d'urgence. Dans un premier temps, Mme Vetter a déclaré aux inspecteurs que le bébé avait eu une crise, qu'il était tombé en arrière et s'était cogné la tête sur le sol. Toutefois, après avoir été interrogée sur les incohérences de son récit, elle a admis l'avoir blessé sous l'effet de la colère. Mme Vetter a expliqué que le bébé pleurait, qu'il était capricieux et qu'il refusait de faire la sieste. Plus tard, elle s'est emportée, l'a sorti de son berceau et lui a frappé l'arrière de la tête contre la barre en bois du berceau, en essayant de le faire cesser de pleurer. Mme Vetter a admis avoir frappé avec force la tête de l'enfant contre le mur d'un couloir et a déclaré que l'enfant haletait lorsqu'elle l'a fait. Elle a également montré aux inspecteurs, à l'aide d'une poupée, comment elle avait frappé la tête de l'enfant une fois sur un berceau et une fois sur le mur. L'enfant est décédé le 23 juin 2023 au Cook Children's Hospital des suites de blessures subies à la garderie de Vetter. Les charges retenues contre elle ont par la suite été renforcées, passant du stade de blessure à celui de meurtre. Le 15 avril 2024, Vetter a plaidé coupable pour le meurtre de l'enfant de 10 mois et a été condamné à 50 ans de prison. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.